Voilà. Et je vais couper le transcript. Arrêter la transcription. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, avec Richard, on va vous faire. Donc, on a prévu cette séance espace aérien. L'objectif est vraiment d'amener, euh, euh, on va dire, les informations juste nécessaires pour comprendre ce que sont les espaces aériens, ce qu'il faut prendre en compte dans les espaces aériens sur notre pratique du vol libre. Euh, Nous, avec Richard, nous sommes tous les deux valideurs pour la CFD Delta. Et nous avons avec nous aussi un aspirant valideur CFD. Salut Christian. Et, donc voilà, on fait partie de la commission compétition du CND, d'où l'organisation de cette réunion, de cette soirée thématique sur les espaces aériens. Richard sera le présentateur principal de la soirée et j'essaierai de la citer au mieux possible. Richard, le, le micro est le tien. Vas-y, Micro est à moi. Bon, vous à toi. me voyez la slide? Tout C'est à bon? fait. C'est tout bon? Ok, donc merci Nicolas pour cette introduction. Comme tu le disais, effectivement, on va essayer de démystifier un petit peu l'espace aérien. Ça peut toujours paraître un peu compliqué. C'est pas aussi compliqué que ça. Et puis je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus simple possible. Vous verrez les slides. J'ai essayé de les maintenir vraiment sur un niveau qui est compréhensible par tout le monde. Et je vais essayer d'être également pas trop rapide dans mes explications pour que vous ayez le temps de suivre. Et comme Nicolas l'a dit, c'est enregistré. Et puis, il y aura aussi moyen de mettre les slides en elles-mêmes à disposition, en plus de la vidéo. Donc, on va démarrer. Quand on parle d'espace aérien, de quoi parle-t-on? Parce qu'on parle beaucoup d'altitude, on parle également des fois de niveau de vol, de hauteur. Je vais commencer par ce point-là parce que vous verrez tout au long de cette présentation qu'il y a plusieurs slides où on aura les deux notions, altitude et niveau de vol, qui des fois cohabitent, etc. Donc, c'est quand même intéressant, utile de savoir ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre. Donc, en fait, ici, je représentais le sol, on va dire. Hein. On a le niveau de la mer, là. On a le sol, voilà, qui a une certaine forme, une certaine configuration. Et on a déjà des premières notions qui apparaissent. Ici, vous verrez des fois sur des cartes aéronautiques la notion de SFC, qui est pour surface en anglais, ou alors GND, ground. Voilà, donc on a soit le niveau de la mer, soit on a le sol, voilà, grosso modo. Une autre notion que vous verrez très souvent également, c'est l'acronyme MSL, qui est pour Mean Sea Level. En fait, c'est le niveau moyen de la mer. D'accord? Donc, alors, on va rajouter un petit peu quelque chose sur cette slide. On va dire, bon, il y a un avion qui croise à 6000 pieds AMSL. AMSL, c'est Above Mean Sea Level. Donc, c'est au-dessus du niveau moyen de la mer. Et là, juste pour information, les 6000 pieds, ça correspond à peu près à 1828 mètres au GPS. D'accord? Donc, on a déjà une première notion. On a la notion de AMSL, Above Mean Sea Level. Ça, cette altitude, c'est une constante, puisqu'on démarre du niveau moyen de la mer. Dans 30 ans, le niveau de la mer aura peut-être monté avec tous les glaciers qui fondent, etc., le Groenland et autres. Mais pour l'instant, voilà, c'est une constante. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. On a une autre notion que vous verrez également des fois sur des cartes aéronautiques, entre autres, c'est l'acronyme ASFC. Donc là, c'est Above Surface, donc au-dessus de la surface. Donc c'est une hauteur sol. D'accord? Voilà. Et donc ça, en fait, ces notions de AMSL, ASFC, ce sont des constantes, entre guillemets. Elles ne varient pas. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que vous verrez également, des fois sur des cartes, ou vous le verrez également tout à l'heure sur des slides, il y a aussi la notion de FL. FL, c'est pour Flight Level, c'est un niveau de vol. Et comme vous le voyez, le niveau de vol, lui, c'est pas une constante,
par rapport au niveau moyen de la mer, il varie. Il varie en fait en fonction de la pression locale. Un FL60, donc ici par exemple, le 6000 pieds, ça correspond à FL60. Mais vous voyez bien que ici, avec mon AMSL 6000 pieds, je suis à 1828 mètres au GPS. Par contre, si localement, dans cette zone, j'avais une pression au niveau de la mer de 990 hectopascales et non 1315, pardon, 1013,25, qui est la pression standard. Donc là, si j'étais à une pression atmosphérique inférieure, mon FL60 ou mes 6000 pieds, il ne serait pas à 1828, mais il serait à 1478 mètres. À l'inverse, si je vais de ce côté-là de la slide, si je suis dans une zone de haute pression, donc je suis à 1031 hectopascales, ce qui est assez souvent le cas quand nous on vole, c'est-à-dire on vole par des bonnes conditions, donc plutôt en général c'est plutôt anticyclonique, donc on est plutôt en général à des pressions légèrement supérieures aux 1013,25 hectopascales, et à ce moment-là, mon niveau de vol FL60 ou 6000 pieds, hein, ça revient au même, il serait à 1828. Pardon, il serait un petit peu au-dessus. Là, c'est une erreur, excusez-moi. Là, c'est une erreur. Il serait au-dessus de 1828. D'accord? En fait, là, à 1013, le FS60, il est à 1674. Voilà, c'est ça. Il est à 1674. Si j'étais à une pression de 990, il serait à 1478. Et à une pression de 1031, il serait à 1828. Donc, vous voyez que entre une pression atmosphérique de 1013 et 1031, qui est déjà un bel anticyclone quand même, ça fait une différence de moins de 200 mètres en fait. D'accord? Mais sachez que le niveau de vol, lui, il varie en fonction de l'altitude. Et c'est quelque chose que les avions de ligne utilisent encore à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine altitude, on va dire, ils résonnent en niveau de vol et non en altitude GPS. C'est un peu compliqué ça. Tu as une table de conversion, Alors, on l'utilise ça tous les jours? il y a une table de conversion. Je l'ai ici. Hop, je vais la basculer. Alors, il y a plusieurs sites qui proposent des tables de conversion. Donc, je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit. Donc, ici, on a le QNH. Voilà. Et ici, on a le niveau de vol. Et puis, on a l'altitude, en fait, correspondante. Donc, si je prends 1013, donc on va aller sur cette ligne ici. Je serai à 1013, je serai à, attends, avec un QNH, avec un FL de 60, on était à 60 tout à l'heure, donc 60 c'est cette colonne. Si je vais à FL13, je suis à 1827. Voilà. Et donc ma deuxième Ici, question, c'était le tableau, tu l'as oui. collé sur ta speed bar donc. Non, non, pas vraiment. Non, non, mais tu fais bien de poser la question. En fait, au niveau de la CFD, la règle, c'est qu'on raisonne en altitude GPS. Donc, c'est plus pour votre information, et vous verrez sur des cartes aéronautiques, on le verra tout à l'heure, que assez souvent, vous aurez la notion de FL, de niveau de vol, mais pour la CFD, on raisonne en altitude GPS parce que nous, validateurs, on n'a pas moyen de vérifier la pression exacte à l'endroit où vous étiez le jour précédent ou les 5 jours précédents quand vous avez déclaré un vol qui s'est effectué 5 jours avant. Donc, on ne peut pas vérifier ça. Mais bon, ceci étant, comme je vous dis, entre une haute pression et une pression standard, ça se joue à 150, 200 mètres près, donc c'est pas non plus, voilà. Mais sachez, alors il y a un truc qui est sympa à garder en mémoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vole, nous en général, quand il fait beau, c'est-à-dire plutôt dans des conditions anticycloniques, donc plutôt au-dessus des 1013. Ça veut dire que mon niveau de vol, il est, on va dire, plus haut que l'altitude GPS. D'accord? Ici, par exemple, si je reprends mes 6000 pieds à MSL, qui correspondrait donc à 1674 à 1013 hectopascales, si je vole dans des conditions bien anticycloniques, pour respecter le FL60, donc 6000 pieds, je pourrais monter à 1800.
au lieu de 1600. Donc, ça va plutôt dans le bon sens pour nous, puisqu'en général, on vole plutôt dans des conditions anticycloniques. Voilà. Donc, il y a Et cette donc nuance qui... Oui, vas-y. ça répond à ta question, je pense, Nora. Et je vois que Christian, tu avais une question. Vas-y. Ton micro, Non, il non, faudrait le je mettre. n'ai pas une question, mais on a déjà parlé du niveau Eiffel et puis on en a parlé aussi avec un pilote d'avion d'Airbus qui est décédé là. Le fly level est nécessaire à 1013 millibars pour éviter les collisions. C'est-à-dire que auparavant, quand on cale pas un altimètre et qui reste calé au niveau de la mer, comme nos GPS sont calés à 1013,25 millibars, ça veut dire que tous les appareils du monde entier ont la même altitude à afficher à un instant T, à un endroit donné, puisqu'ils sont tous calés à 1013. Donc ça veut dire que l'altitude de niveau de vol serait fausse, c'est-à-dire que l'aile B, elle va, en fonction de où il a décollé, elle va être à 820 mètres, l'aile C, elle va être à 850, mais si les deux GPS seront calés pareil. Après, ça c'est venu aussi dans la réglementation des planeurs pour les compétitions, et les GPS sont calés à 1013,25. Et par rapport à la réglementation, on vérifie par rapport à 1013,25. Mais c'est au départ pour éviter les collisions, justement. C'est ça, c'est ça. Voilà. L'explication. Voilà. Après, on pourrait aussi dire que les avions, aujourd'hui, avec leurs équipements GPS, etc., la notion de FL, de niveau de vol, n'aurait plus besoin. Si avec un GPS, tout le monde respecte son altitude GPS et on arrive à garder l'espacement entre les avions de ligne, ça fonctionne tout aussi. Voilà. Sauf que à l'époque, il n'y avait pas trop de GPS, il n'y avait pas de satellites ou moins de satellites, et du coup, ils ont raisonné en niveau de vol. Voilà. Donc aujourd'hui, techniquement, on pourrait s'en affranchir. Mais bon, c'est resté comme ça pour l'instant. Donc voilà. Voilà, c'est seulement une introduction parce que vous verrez, on parlera de FL, on parlera d'altitude GPS. Voilà, c'est juste pour comprendre. Il y a une constante, c'est l'altitude, donc l'altitude GPS, et puis il y a une variable, on va dire, une hauteur qui varie un petit peu en fonction de la pression atmosphérique, qui est le niveau de vol, quoi, le FM. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, on va pas faire un cours détaillé là-dessus, c'est juste garder à l'esprit qu'il y a ces deux notions, quoi. Voilà. Il y en a une qui est une constante et une autre qui varie un petit peu en fonction de la pression atmosphérique. Voilà, et nous, en travaillant avec des altitudes GPS, on est sur le côté sécuritaire parce qu'on est généralement dans des conditions où le plafond serait légèrement plus haut que notre altitude GPS, indiquée par le GPS. Donc, on se satisfait de l'altitude GPS dans nos déclarations. Donc là, j'ai représenté sur la carte, EFL, niveau de vol, l'altitude n'est pas constante. Et il y a une dernière notion qui n'est pas constante non plus, c'est le AGL, Above Ground Level, donc au-dessus du sol. Celle-là aussi, elle varie avec la pression atmosphérique. C'est des notions qu'on peut éventuellement voir sur une carte, mais c'est pas aussi fréquent que ça. Voilà. Et puis là, j'arrête pour cette slide. Je pense qu'on en a assez dit. Alors, on va passer aux règles de vol à vue. Juste un rappel, normalement on est censé les connaître, mais c'est toujours bien de les rappeler. On va diviser, on va dire, notre espace verticalement en deux zones. Donc, il y a la zone qui est en dessous des 900 mètres. Donc là, vous retrouvez à nouveau cette notion de AMSL, Above Mean Sea Level, donc c'est 900 mètres mer, d'accord? Ou alors 300 mètres ASFC, Above Surface, donc c'est 900 mètres mer ou 300 mètres si effectivement le relief lui-même, il est déjà à 900. Et dans cette zone, en dessous, là, les règles, c'est vol à vue. On doit voir la surface du sol. On doit avoir une visibilité à minima de 1,5 km en horizontal. Les agglomérations, les rassemblements de personnes, on doit respecter un espacement de 300 mètres vertical, 600 mètres horizontal, et on doit voler hors des nuages. Donc ça, c'est les règles. Juste, Richard, la hauteur, elle dépend de la taille de l'agglomération. Hein. Alors, j'allais venir sur le fait que
au niveau du SIA, qui est le site officiel, hein, qui répertorie tous les espaces aériens, toutes les zones réglementées, etc., ce que je vais vous expliquer, montrer un petit peu tout à l'heure, il est bien écrit que nous, on est dans une catégorie sans moteur et on peut s'affranchir de cette règle. On n'est pas obligé de respecter cette règle. D'accord? Il ne faut pas que ça mette en danger, en risque des personnes. Voilà. Il ne faut pas que ça nous mette en danger, nous. Par contre, on peut s'affranchir de cette règle. Ça, c'est une règle de VFR, de Visual Flight Rules, qui est aussi applicable pour des petits avions, des petits coucous, hein, des engins moteurs. Donc, eux, ils doivent respecter ça. Mais comme nous, on est dans une catégorie, on n'a pas de moteur, hein, donc ça, c'est bien spécifié sur le SIA. Je peux vous montrer si vous voulez l'extrait du texte. Il est bien précisé que on n'est pas tenu, nous, de respecter cette règle. Par contre, je vous la montre parce que ça, c'est des règles de vol à vue voilà, générale, on va dire, hein, sans parler d'exception. D'accord? Donc, il y a déjà cette première zone, en dessous de 900 mètres mer ou 300 mètres sol. Et ensuite, il y a la zone au-dessus, à partir de 900 mètres jusqu'à là où on a le droit de voler. Hein, c'est le FL 115 pour info. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc là, cette zone au-dessus, elle est elle-même à nouveau divisée en deux parties verticalement, donc jusqu'à FL 100. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, FL 100, comment on arrive de FL 100 à des pieds, il faut multiplier par 100. Donc en FL100, c'est 10 000 pieds. Et 10 000 pieds, pour arriver en mètres, on divise par 10 et on multiplie par 3. Donc je fais 10 000, je divise par 10, j'arrive à 1000, et je multiplie par 3, et j'arrive à 3000 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. Hein, donc c'est soit on raisonne en pieds, 1000 pieds par exemple, je divise par 10, donc j'arrive à 100, et je multiplie par 3, donc je suis à 300 mètres. Ou alors si c'est un FL, un niveau de vol, il faut d'abord que je multiplie par 100, parce que c'est par centième, donc c'est 10 000, je divise par 10, donc j'arrive à 1000, et je multiplie par 3, et j'arrive à mes 3000 mètres mer. Donc voilà, donc soit on est en dessous de ce FL100 ou 3000 mètres mer, et la visibilité horizontale minimale, c'est 5 km. Espacement par rapport au nuage, 300 mètres en vertical et 1500 en horizontal. Et puis, au-dessus du FL100, ou 3000 mètres, la visibilité minimale, c'est 8 km en horizontal. Voilà donc pour les règles de vol à vue qui nous concernent. Je vais continuer sur une prochaine slide, une autre représentation que vous avez certainement déjà vue également dans l'une ou l'autre présentation. Il y a pas mal de documents qui sont disponibles sur le site de la Fédé ou par ailleurs. Donc, on retrouve ici en bas notre limite des 900 mètres mer, hein, avec notre visibilité vue du sol et visibilité en horizontale de 1,5 mètre, 1,5 km, pardon, voilée hors des nuages, hein, jusqu'à 900 mètres, voilà. Entre 900 mètres et 3000, on retrouve notre notion de visibilité horizontale à 5 km et puis espacement par rapport au nuage, 300 mètres en vertical, 1500 en horizontal. Et au-dessus des 3000, on a notre visibilité horizontale à 8 km. Donc 3000 mètres ou FL100, hein, comme c'est précisé ici. Jusqu'au FL115, alors ça c'est une altitude qui est très importante à retenir, parce que jusqu'à FL115, on est dans le domaine, on est dans la couche VFR, donc Visual Flight Rule. Et par principe, c'est autorisé au vol libre. Donc gardez en tête FL115. Si vous avez un doute, la règle c'est FL115. Après, il peut y avoir des exceptions, etc. Mais en général, de manière générale, FL115, donc environ 3450 mètres, on a le droit de voler jusqu'à cette altitude-là. Au-dessus, on n'a pas le droit. Je vous expliquerai ou décrirai 2-3 exceptions un petit peu plus tard. Par exemple, pour ceux qui connaissent la Ragne, et je l'ai déjà rappelé à l'un ou l'autre pilote, au-dessus de la Ragne, votre plafond il y a 3450. Quoi. Si vous avez des très très bonnes conditions, que vous pourriez monter à 4000, vous n'avez pas le droit. Vous êtes en infraction, entre guillemets. Si vous êtes du côté de Saint-André, vous pourrez, parce qu'il y a la notion de LTA qui va arriver. Alors, la notion de LTA
La notion de LTA, elle démarre à FL 115 et elle va jusqu'au FL 195, qui est à peu près 5950 mètres. Donc LTA, c'est pour Lower Traffic Area. Hein, donc elle est interdite au vol, d'accord, sauf exception. Et justement, au-dessus des Alpes et au-dessus des Pyrénées, c'est les grandes zones où la LTA, elle est en classe E. Et ça, la classe E, je vous l'expliquerai aussi dans quelques minutes, c'est un espace dans lequel nous, on a le droit d'évoluer. C'est un espace dans lequel il peut y avoir de l'aviation motorisée, mais aussi du vol libre. Hein. Il y a une cohabitation, on va dire, dans cet espace. Donc, voilà, FL 115, si vous avez un doute, sinon, au-dessus des Alpes, et je vous montrerai les zones, je vous montrerai la carte, comment les visualiser. Ce n'est pas toutes les Alpes. Hein. Encore une fois, l'Aragne n'a pas une LTA au-dessus. Juste au-dessus de l'Aragne, il n'y a pas de LTA. Par contre, il y a des LTA un petit peu plus au nord ou au nord-est, et elles sont en E, parce qu'elles sont au-dessus des Alpes, ou celles qui sont au-dessus des Pyrénées. Et à ce moment-là, effectivement, on a le droit de dépasser les FL 115. D'accord? Et à partir de FL 195, au-dessus, on arrive dans le Upper Traffic Area. Donc ça, c'est la couche IFR, Instrument Flight Rules. Donc c'est vraiment que pour du vol aux instruments. Et ça, de toute façon, c'est interdit. C'est interdit, on n'y évolue pas. De toute façon, pour monter à plus de 5900, il faut y aller. Peut-être pas tous les jours qu'on va y arriver. Hein. Et même quand il y a eu, moi je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, j'avais validé l'un ou l'autre vol du côté de Saint-André où vous avez des plafonds à même un peu plus de 4000. Ben, c'était autorisé. Ils étaient au-dessus du FL 115. Par contre, comme ils étaient au-dessus de Saint-André, ils sont dans une LTA. Hein, elles sont découpées, je vous le montrerai. Mais comme ils sont dans une LTA classe E, parce que c'est au-dessus des Alpes, à ce moment-là, ils ont le droit d'évoluer. Voilà. Voilà pour cette slide. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'espace aérien. Alors, il faut s'imaginer que vous avez le sol, SFC, Surface. Donc ça, c'est une vue pas en 3D, mais en, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu mes mots là. Perspective. Une perspective, voilà, merci, une perspective. Donc, vous avez la surface et vous avez le FL 195. Hein. Regardez à l'esprit, de toute façon, au-dessus du FL 195, c'est niet, quoi. Donc, à partir du sol, vous pouvez avoir des CTR. Les CTR, c'est des Control Zones. Et comme c'est représenté ici, en fait, c'est un espace qui est au-dessus d'un aérodrome ou d'un aéroport. Hein. Chaque aérodrome, chaque aéroport a une CTR qui l'entoure. D'accord ? Ce que vous pouvez aussi savoir, facile à mémoriser, la CTR, elle démarre toujours du sol. D'accord ? La CTR, elle commence au niveau du sol et elle va jusqu'à une certaine altitude. Alors, l'altitude de la CTR, elle n'est pas très haute. D'accord ? Mais bon, au-dessus de chaque aérodrome, chaque aéroport, il y a une CTR. Au-dessus des CTR, vous avez une ou voire plusieurs TMA. TMA, c'est pour Terminal Control Area. Ce sont des couloirs d'approche pour les avions qui se posent ou qui décollent depuis un aérodrome. C'est pour ça que vous pouvez voir visuellement, c'est un empilement en fait, et plus vous allez en altitude, plus la TMA va être large, puisque l'avion il décolle ou il se pose on va dire, avec un certain angle. Donc c'est en toute logique, la TMA qui est au-dessus, ou les TMA qui sont au-dessus de la CTR sont plus étalés, on va dire, horizontalement parlant. D'accord ? Donc vous avez les CTR, la TMA, et ensuite vous avez une troisième notion qui est airway. Et airway, c'est les couloirs aériens dans lesquels évoluent les avions, donc au-dessus de FL 195. Mais comme c'est représenté ici, le couloir aérien, il va descendre à un moment donné, il va traverser le FL 195 pour aller jusque dans la TMA. D'accord ? Donc, les TMA, les CTR et les airway, c'est interdit au vol libre. D'accord ? Voilà. Pardon, j'ai avancé un peu trop vite. Donc, c'est tout bon pour l'instant. Alors, on verra, il y aura une exception au niveau des TMA.
en fonction de la classe, hein. Mais gardez à l'esprit, CTR autour de l'aérodrome jusqu'à une certaine altitude. En général, c'est à peu près 3000 pieds, donc environ 1000 mètres mer. Grosso modo, hein, ça varie un petit peu, mais c'est à peu près ça, hein. Les CTR ne montent pas très haut. Et au-dessus, vous avez une, voire plusieurs TMA qui peuvent s'empiler. Voilà. Alors, si on continue en parlant des classes d'espace aérien, il y a 7 classes d'espace aérien. Et ça, c'est valable que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout. On va parler de classes d'espace aérien de A à G. D'accord? Les classes d'espace aérien de A jusqu'à B à D inclus sont interdites au vol libre. Les classes de E, F et G sont autorisées au vol libre. Particularité pour la France, la classe B n'existe pas et la classe F n'existe pas non plus. Il y a des pays, aux États-Unis, la classe B, elle existe, la classe F, elle existe. En France, entre autres, on a la A, C et D, donc interdit, et ensuite la E et la G. Donc on en a 5 en fait. Bon, là, je ne vais pas vous détailler en fait les règles dans chacune de ces classes, mais gardez simplement à l'esprit, A, C et D, c'est interdit, E et G, c'est autorisé au vol libre. Particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est en classe D, une classe D peut être désactivée, déclassée. Et notamment, exemple concret, la TMA de Chambéry, c'est une TMA de classe D à une certaine période de l'année et qui est déclassée en E le restant de l'année. Et quand elle est en classe E, on a le droit d'y pénétrer. Et c'est un endroit que je connais bien puisque je vole très très souvent par là-bas. La TMA de Chambéry, il y a beaucoup de trafic en hiver puisque il y a beaucoup de charters qui arrivent, qui se posent à Chambéry dans la période hivernale pour les gens qui vont faire du ski. Et du coup, en fait, cette TMA, elle est en classe D du vendredi jusqu'au lundi à midi. Et ça, pendant du deuxième vendredi de décembre jusqu'au deuxième lundi d'avril. Ne retenez pas par cœur, hein, c'est pas grave. Mais le restant de la semaine, elle est en classe E. Et à partir du deuxième lundi du mois d'avril, elle est en classe E jusqu'au deuxième vendredi de décembre prochain, en fait. Donc, en fait, elle est nettement plus souvent en classe E qu'en classe D. D'accord? Et on Donc, là, a une remarque, on a une question, je ne sais pas, oui. de la part de Laurent, sur certaines CTR qui pourraient être déclassées en classe E. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est uniquement les TMA? Je ne sais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Il y a peut-être Alors, il y a... Je n'ai pas eu d'exemple, personnellement. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a une notion de déclassement, mais c'est plutôt une histoire de est-ce que la CTR est active ou pas. Il me semble que c'est plutôt ça, plutôt que de déclasser. Il fait TMA, la oui. mention de Carcassonne, donc une CTR à Carcassonne. Donc, et ça, donc on va vous donner les liens. Vous avez les liens, notamment sur le site de Pascal Basile, où vous avez tout ça. Vous pouvez aller regarder. Vous verrez une explication de quand Oui. est-ce qu'elles sont classées, déclassées, etc. sur toutes ces zones. Donc, il n'est pas nécessaire de retenir les cas particuliers. Vous aurez accès à toutes ces cartes. Vous avez accès à toutes ces cartes Oui. pour aller Oui. voir directement dans vos zones de vol. On vous donnera les liens où je vous montrerai tout à l'heure les différents sites où on peut regarder, on peut rechercher ces informations-là. Donc retenez A, C, D interdit, E et G autorisés, D, cas un peu particulier parce que certaines classes D peuvent être par moment déclassées. Voilà, je pense que c'est tout pour cette slide. Alors ça, c'est une slide que je trouve intéressante. Elle montre à nouveau un petit peu ce millefeuille vertical, on va dire. Là, on n'arrive peut-être pas très bien à le lire. Je l'ai récupéré d'une autre présentation. Ici, on est à Saint-Étienne. On a la CTR de Saint-Étienne. Ici, on a la CTR de Saint-Exupéry, donc Lyon. Et ici, on a la CTR d'Annecy. Donc, il faut s'imaginer, en fait, c'est une coupe qui a été faite, grosso modo, à la grosse ouest-est, d'accord, entre Saint-Étienne et Annecy.
on a ici la représentation du relief, hein, voilà. Donc on a les CTR, et on voit bien que la CTR de Saint-Étienne, au-dessus, ben, il y a une TMA 7 de Clermont. Ensuite, il y a la TMA 14 de Lyon, qui est au-dessus de cette TMA 7 de Clermont, et encore au-dessus, il y a la TMA 14 de Lyon. Et donc, à chaque fois, à différentes altitudes, hein. Donc là, on a les FL, en fait, qui sont représentés sur cette échelle. Si je vais du côté de Saint-Exupéry, donc Lyon, on a la TMA 01, qui est en classe C, la TMA 02 de Lyon qui est en classe C, la TMA 04, la TMA 04 également qui est en classe D. Donc vous voyez aussi que je peux avoir une classe C plutôt dans les plus basses altitudes, on va dire, et en haut, une classe D, hein. Donc la chronologie A, C, D n'est pas forcément en rapport avec l'altitude. Par contre, elle est en rapport avec l'importance. Je m'explique. Hormis autour de Paris, il n'y a pas de classe A. Il y a des classes A que autour des aéroports de Paris. Sur Lyon, Marseille, Bordeaux ou autres, vous ne verrez pas de classe A. Par contre, autour des grandes villes comme Lyon, vous pouvez avoir de la classe C. Et vous aurez peut-être que des classes D autour de plus petits aéroports. D'accord ? Par contre, la chronologie A, C et D n'a rien à voir avec un niveau d'altitude. D'accord ? Donc voilà, cette représentation, je l'aime bien parce que ça montre bien que au-dessus des CTR, on peut avoir plusieurs TMA qui s'empilent, hein. Particularité aussi, ce que je trouve intéressante sur cette slide, vous voyez ici le plancher de la TMA, c'est une horizontale. Et très souvent, c'est le cas. D'accord ? Particularité de la TMA de Chambéry, son plancher, en fait, il suit le relief. Donc, on doit respecter une certaine hauteur par rapport au relief. Et le plancher, lui, il suit le relief. Donc ça, c'est un petit peu une particularité aussi, hein. D'accord ? Parce que dans la plupart des cas, le plancher, en fait, c'est une horizontale. Ça ne suit pas le relief. D'accord ? Le plancher va vous dire tant et tant de mètres au-dessus du niveau de la mer. Point. La TMA de Chambéry, elle a deux conditions. Elle a une condition par rapport au niveau de la mer et une deuxième condition par rapport au sol. Et c'est la moins contraignante, on va dire, pour nous, qui est valable. On peut y revenir un peu plus tard. Donc l'intérêt quand on est Ouais. au-dessus, en dessous d'une zone comme ça qui est par rapport au sol, d'où l'intérêt d'avoir un instrument qui connaisse le relief et qui puisse nous indiquer notre position, notre altitude au sol. Voilà, exactement. Tu fais bien de le remarquer, il n'y a pas toutes les applications qui le permettent. Donc, si on n'a qu'une altitude GPS qui est, moi, par exemple, effectivement, j'ai mon Vario, il m'indique une altitude GPS, il ne m'indique pas une hauteur sol. Donc, effectivement, il faut que je le fasse au VUG, on va dire, ou il faut que je prenne suffisamment de marge. Bon, mes marges, je les connais, puisque c'est TMA de Chambéry, c'est un coin que je pratique 99% du temps. Donc, moi, je prends ma marge, mais sinon, effectivement, il y a des applications qui permettent de visualiser également la hauteur sol. Donc, on peut être plus précis dans ce cas-là, quoi. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que à partir du sol, on retrouve nos CTR, au-dessus TMA, une ou plusieurs empilés. On a nos airways, pardon, pas airwave, mais airways. Et ensuite, on a des zones à statut particulier, comme le titre l'indique. Donc, on a déjà les zones RTBA. Donc, RTBA, c'est pour réseau très basse altitude. C'est un réseau, c'est des couloirs aériens définis par les militaires qui ne bougent pas géographiquement. C'est toujours le même couloir. Par contre, ils sont activables ou pas activables, ou désactivés, on va dire, à certaines périodes. D'accord ? Par contre, les couloirs, ils sont tracés, ils sont définis, ils ne bougent pas. Je vais vous montrer tout à l'heure la carte qui montre le réseau de RTBA. Donc, on a les RTBA ou alors les R, les zones R. R, c'est pour réglementer. RTBA, c'est militaire. R, réglementé, c'est militaire, mais pas que. Ça peut être une zone réglementée autre que militaire, hein. Voilà. Donc, ça, c'est une première des zones à statut particulier. On a des zones GP, Glide Prohibited, donc des zones d'interdiction où le vol libre n'a pas le droit de pénétrer. En général, ce sont des parcs ou des réserves naturelles de protection, d'accord ?
Donc ça, je vous montrais également la carte interactive qui permet de visualiser les zones GP. On a des zones P. P, c'est prohibited, donc interdit. En général, un bon exemple, c'est au-dessus d'une centrale nucléaire, par exemple. Ou à Grenoble, il y a le synchrotron, je crois qu'il s'appelle, une zone au-dessus de ce synchrotron, c'est interdit. C'est une zone P, interdite. Ou alors, on peut avoir des ZIT, c'est des zones interdites temporaires. Donc là, il y a une interdiction, mais limitée dans le temps. Les zones P, elles, c'est tout le temps. D'accord? On peut avoir des ZSM, des zones de sensibilité majeure. Alors ça, c'est plutôt des zones de protection naturelle, des bulles de quiétude d'oiseaux. Vous avez déjà dû en entendre parler. Il y en a l'une ou l'autre sur le relief du Revard, entre le Revard et le Cire. Donc pour protéger certaines espèces de rapaces, par exemple. Donc ça, ce sont des ZSM. Il y a des cartes qui permettent de visualiser ces zones. Et les zones des ZSM ne sont pas forcément activées du 1er janvier au 31 décembre. Et il peut y avoir des périodes de nidification, etc. D'accord? Mais voilà, sachez qu'il y a des zones qui sont à prendre en compte, qui sont pour la protection des oiseaux. Et ensuite, on a les zones D. D comme dangerous ou dangereuse en français. Donc ça, c'est des zones qui ne sont pas interdites. Par contre, on nous signale qu'il y a une activité militaire, par exemple des tirs sol-sol ou sol-air. Bien sûr, pas des gros engins qui pètent à tout va, mais ce sont des zones dangereuses, donc il faut en avoir connaissance, quoi. Vaut mieux les contourner, on va dire. C'est pas interdit, mais vaut mieux rester à distance, on va dire. Alors là, sur toutes ces zones, clairement, faut les respecter, mais les ZSM sont vraiment sur les zones où on pratique le vol libre, parce que des bulles de quiétude d'oiseaux, donc bien souvent de nidification, des choses comme ça. Et sur certaines zones, elles sont vraiment en tension. Et donc, il est important d'aller se renseigner auprès des clubs locaux ou si jamais vous avez un doute. Je pense notamment, par exemple, sur la partie du Vercors, qui est vraiment sous tension. Donc ça, c'est un point important à garder en tête quand on fait du vol libre. Alors là, je suis sur le site du SIA. C'est donc le site de la DGAC, en fait. Donc ça, c'est le SIA, donc la référence en informatique, en information aéronautique. Donc c'est le site de la DGAC. C'est vraiment le site officiel où il y a les informations les plus à jour, on va dire. Et c'est là où on va retrouver toute la liste des zones réglementées, etc., etc. Et là, ça, c'est la carte RTBA. Donc, vous voyez ici, je vais encore agrandir un petit peu. Voilà, donc les tracés ici, que ce soit en bleu, en rose ou en rouge, ça, c'est le réseau RTBA. Celui-là, il ne bouge pas géographiquement. Il ne bouge pas ni à droite ni à gauche, etc. Ce qui est en rose ou en rouge, il y a une activation. Alors, je vais cliquer là-dessus. Là, j'ai cliqué sur ce rouge. Donc, ça me dit que c'est la R45B. Elle va du sol, donc 0 pieds above ground level. Donc, ça part du sol jusqu'à 800 pieds above ground level. Et vous voyez bien, quand on dit réseau de très basse altitude, 800 pieds, ça fait 80 fois 3, ça fait 240 mètres. Hein. Donc, les avions de chasse, ils évoluent entre le sol et 240 mètres d'altitude. Donc, c'est vraiment râler pas crête, quoi. Et là, c'est marqué activé du 10-4, donc de demain, demain de 8h à 10h. Voilà. Alors, juste une petite astuce pour votre information, si vous ne le retenez pas, c'est pas grave. Ce qui est en rouge comme ça, ce sont des zones qui partent du sol. Donc là, j'ai 0 pied. Si je clique là-dessus sur le rose, vous verrez que le plancher, en fait, c'est pas le sol, mais c'est 800 pieds. Voilà, donc là, ça démarre à 240 mètres et ça va jusqu'au FL65. Donc FL65, c'est 6500, donc divisé par 10, ça fait 650, fois 3, ça fait 1950 mètres à peu près. Donc là, ça se situe entre 240 et 1950. Donc ça, c'est la R45. Elle est activée, pareil, demain, de 7h30 à 10h. Et ensuite, en bleu, donc ça, c'est des zones, si je clique là, par exemple, là-dessus, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas d'horaire ni rien, parce qu'elle n'est pas activée, parce que là, en fait, j'ai filtré, on peut filtrer sur une certaine période. Donc là, j'ai filtré sur une période entre aujourd'hui et puis le 11, je crois, de mémoire.
Et ces zones ici en bleu, elles ne sont pas activées dans cette période-là. En bleu clair, comme le rose, ici, ce sont des zones qui ne partent pas du sol. Et en bleu foncé, enfin plus foncé, on va dire, ce sont des zones qui partent du sol. Voilà. Donc ça, c'est le réseau RTBA. Lui, il ne bouge pas dans le temps. Oui, il ne bouge pas géographiquement dans le temps, hein. Par contre, il est activé ou pas activé, etc., dans le temps. Mais sinon, la géographie, on va dire, ne bouge pas. Et en parallèle de ça, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les zones R, donc réglementées, qui peuvent être militaires ou pas. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard de ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette carte donc, qui est disponible sur le site du SIA. Vous aurez les liens dans la présentation. Donc, je reviens sur ma présentation, je vais me mettre en mode présentation, hop, voilà. Donc tout ça, on l'a vu. Hop. Après, je vais juste introduire un tout petit peu la légende des cartes aéronautiques qu'on peut voir. Après, si vous ne le retenez pas, c'est pas grave. Sur une carte aéronautique, les TMA, les CTR, elles sont délimitées visuellement par des bandes de différentes couleurs. Une TMA de classe A, donc ça serait aux alentours de Paris, hein, que aux alentours de Paris. Ces zones-là, en fait, seraient délimitées par une bande avec une certaine largeur qui est de couleur rouge. Une TMA de classe B, donc B, ça n'existe pas en France, mais C ou D, c'est du bleu assez foncé, on va dire, et une TMA de classe E, qui est donc autorisée au vol libre, puisqu'elle est de classe E, ce serait du bleu clair, d'accord? Et une CTR, elle est par définition D, elle ne peut pas être E. Hein, pour répondre à la question, à mon avis, c'est juste une histoire de désactivation, mais elle ne va pas être déclassée en E. Et celle-là, elle a un trait bleu foncé interrompu qui l'aborde également, en plus de la bande bleue. Voilà. Si vous ne le retenez pas, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on avait parlé des zones prohibited, donc interdites. Donc, elles sont visuelles, elles sont représentées sur les cartes aéronautiques de cette façon-là. Donc, il faut s'imaginer, ça peut être un cylindre, ça peut être un rectangle, ça peut être une forme un peu plus parallélipède. La bordure, elle est représentée comme ça. Donc, ça, c'est des zones interdites. Une zone réglementée, ça va être assurée, ou une zone dangereuse également. Une zone interdite temporaire sera représentée de cette façon. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi la notion de quel est le plancher de cette zone et quelle est l'altitude. Alors là, je vais tout de suite basculer là-dessus. Ça, vous le verrez très souvent. Donc ça, c'est intéressant quand même de comprendre, de savoir le lire. Donc ça, par exemple, ça représente une zone de classe D, ici, représenté ici. Ce que vous avez sous le trait, c'est le plancher. Ce que vous avez au-dessus, c'est le plafond de cette zone D. Donc là, c'est l'exemple de la TMA de Saint-Dian 1. Son plancher, il est à 2000 above surface, donc au-dessus de la surface, au-dessus du sol, donc 2000. Alors, quand ce n'est pas précisé, ici, c'est des pieds. Donc, c'est 2000 pieds, ça veut dire c'est 200 x 3, ça fait 600 mètres. Donc, 600 mètres sol, ça, c'est le plancher de cette TMA en classe D. Et son plafond, il est à FL85, donc ça fait du 8500, donc ça fait du 850 si je divise par 10. Et si je multiplie par 3, 3,24, 2400, ça fait 2550 mètres à peu près. Donc, 600 mètres plancher et 2550, c'est le plafond de cette TMA. Ici, la notion de fréquence, ça ne nous intéresse pas, ça c'est plutôt pour l'aviation motorisée. Voilà, ici ça nous dit que ce que c'est comme type de zone, bon, c'est une TMA, hein, sa désignation, donc, et comme je vous l'ai dit, le plancher, plafond et la classe. Voilà les limites verticales, donc elles sont expliquées également ici. Si on a cette représentation, ça veut dire le plancher, il serait à 3000. Et ici, on a mis un plus, ce qui est au-dessus du FL115. Gardez à l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, FL115, c'est notre limite dans le monde du vol libre, on va dire. Sauf les LTA au-dessus des Alpes et des Pyrénées. Ça s'interprète, c'est le plancher, il est à 1500 au-dessus de la surface, et son plafond, il est à 3500 pieds
Voilà. Et ici, 3500 pieds, si c'est pas précisé, c'est pas au-dessus de la surface, mais c'est above mean sea level, donc au-dessus de la mer, pardon. Et ici, cette représentation, ça veut dire que ça part de la surface, puisqu'il n'y a rien de, il y a pas de chiffre en dessous du trait, et ça va jusqu'à 2000 pieds mer. Voilà. Bon, ça, c'est une représentation, enfin, différents logos en fonction si c'est un aérodrome, si c'est du goudron, si c'est pas du goudron, etc. C'est pas la peine de le retenir, ça nous intéresse pas trop, pas directement. Alors, particularité, comme je dis tout à l'heure, la classe D, c'est la classe qui peut être déclassée. Et une classe D qui peut être déclassée, en fait, le D ici, qui est représenté ici, il sera sur fond blanc. Là, il est sur fond noir, bleu, pardon, il est sur fond bleu. Ça veut dire que c'est une classe D et elle ne va pas bouger celle-là. Et si vous êtes dans une TMA de Chambéry, par exemple, qui est une classe D mais déclassable en E, ben le D il sera représenté comme ça. Pardon, ici, un D bleu sur fond blanc. Voilà, donc ça c'est la particularité. Voilà. Ici, je vous représente une partie, donc ça c'est vers Honfleur, vers Le Havre, etc. Elle est assez intéressante cette zone parce qu'on voit plusieurs notions, donc on va tout de suite y aller. On a déjà tout ce qui est en rouge. Ici, j'ai la TMA de Deauville, une classe D, qui n'est pas déclassable, puisqu'elle est sur fond bleu. Elle démarre à 2500 pieds mer, et s'arrête au niveau 85, c'est-à-dire 8500 pieds mer. D'accord? Ici, on a la CTR de Deauville, qui est en classe D également. D'accord? Elle démarre au sol, puisqu'il n'y a pas de chiffre en dessous. Ça, c'est la fréquence radio, mais ici, il n'y a pas de chiffre en dessous. Donc, en toute logique, une CTR, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça démarre depuis le sol. Donc, elle démarre du sol, elle va jusqu'à 2500 pieds. Ici, on a la P28. Donc, ça, c'est une zone interdite, prohibited, qui est représentée comme ça, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ici, on a une P27, donc une zone interdite également. Voilà. Ici, on a une autre TMA de Deauville, c'est la même. Et puis ici, on a la CTR de Caen, qui est en classe D également. Et vous voyez, la TMA de Deauville, donc on a bien ce trait ici bleu avec cette bande bleue plutôt foncée, d'accord? Et ici, j'ai une TMA en classe E, donc j'ai le droit d'y pénétrer, et là, on voit bien que la bande, elle est en bleu clair. C'est comme ça qu'on la reconnaît. D'accord? Et puis ici, en fait, cette carte aéronautique, elle nous signale aussi là où il y a des activités, soit d'aéromodélisme ou alors d'évolution acrobatique, etc. Voilà. Donc ça, c'est des informations, ce n'est pas interdit. D'accord? Par contre, c'est bon à savoir. Et puis surtout, les gens qui sont dans l'aviation, qui font des vols en croisière, etc., c'est toujours intéressant de connaître toutes ces zones où il y a de l'activité, soit du parachutisme ou autre. Voilà. On va aller sur le géoportail, puisque là, je vous ai mis le lien, mais je vais le basculer ici. Hop, hop. Donc là, il y a un site, c'est le géoportail, où vous avez des cartes qui vous montrent vraiment tout plein de choses, le réseau routier, etc., etc. Et entre autres, il y a la carte aéronautique qui est également visible sur Géoportail. C'est à nouveau un site officiel, République française, mais vous voyez bien que on peut visualiser des cartes pour l'agriculture, culture et patrimoine, économie, statistique, etc. Et il y a aussi donc cette carte aéronautique qui est représentée. Donc si je vais à Chambéry pour vous montrer d'exemples, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc j'ai bien une TMA de Chambéry qui est avec un D sur fond blanc. Donc ça me dit bien qu'effectivement c'est une classe D mais qui est déclassable en E. Et ici j'ai bien la CTR Chambéry avec un D, donc il y a un D et en fond bleu, donc il n'est pas déclassé. Et je pense pas que ça existe la notion de déclassement en CTR.
Une particularité aussi, ça c'est un changement qui a été opéré tout récemment, hein. Il y a la CTR Chambéry 2 qui est juste, ils ont rajouté un petit bout vers le nord du lac du Bourget. Et celle-là, elle peut changer. Effectivement, celle-là, elle peut changer, être déclassée. Donc, je corrige ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, effectivement, on a bien la situation, une classe D en CTR peut être déclassée, hein, ou désactivée. Voilà. Donc, effectivement, quand on regarde une cohorte comme ça, c'est waouh, ça peut faire peur, hein, quand on voit ça pour la première fois. Mais une fois qu'on s'y plonge un petit peu dedans, c'est pas aussi compliqué que ça de savoir interpréter. Après, elle est quand même bien remplie, donc des fois c'est vrai que c'est pas facile de voir les contours. C'est pour ça que je vous montrerai d'autres cartes qui sont nettement plus conviviales et on peut retrouver les mêmes informations. Voilà, je reviens à ma présentation. Hop. Donc ça on a vu. Hop. Alors ça c'est une copie d'écran. Je suis à nouveau sur le site du SIA, donc le site officiel. Et depuis peu, en fait, sur le site du SIA, il y a le visualisateur AIP. Et là aussi, on peut visualiser les TMA et les CTR. Alors, je vais y aller. Hop, je l'avais ouvert. Tac, c'est celui-là. Je vais ici. Donc là, par exemple, j'ai filtré. En fait, quand on ouvre la carte d'office, en fait, elle représente les aéroports, les aérodromes, les héliports, etc. Donc ça fait tout plein de zones, etc. Ça peut vite devenir un petit peu, beaucoup d'informations qui ne nous intéressent pas forcément. Donc on peut cliquer là-dessus et enlever en fait la représentation des aérodromes, des héliports. Et voilà. Et ensuite, on peut, en cliquant ici, sélectionner par exemple les TMA. Donc voilà, là, ça me représente les TMA. Et quand je clique dans la zone, ça va m'afficher la TMA concernée. Donc là, j'ai cliqué là-dedans. Ça me dit que là, je suis dans la TMA Chambéry 2, classe D. Le plancher, il a 5500 pieds mer. Et il s'arrête à FL95, donc 9500 pieds mer. Ce qui n'est pas aussi évident là-dessus sur cette carte, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des TMA, des fois, sont superposées l'une au-dessus de l'autre. Et là, je n'ai pas trop vu comment je pouvais filtrer pour limiter à une certaine altitude. Parce qu'au-dessus de cette TMA Chambéry 2 et de celle-ci, qui est la TMA Chambéry 3 et la TMA de Chambéry 1, il y en a une autre. Ah ben si, elle est là, pardon. Elle est là, elle démarre celle-ci à 95. Hein, donc la Chambéry 1, pardon, si je descends ici, celle-là, elle part de 3000 pieds mer. Celle-là, elle part de 5000 pieds mer, 5500, pardon. Et la TMA 3, elle commence à FL95, donc là où s'arrêtait la TMA Chambéry 1 et 2. Voilà. Donc ça, c'est un autre site où on peut visualiser les TMA et ou les CTR. Donc les CTR sont représentés par des pointillés. Donc si je clique là-dessus, ça me dit ça c'est la CTR de Chambéry 3, classe D. Elle démarre au sol et elle va jusqu'à 1000 pieds above ground level. Donc là, above ground level, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une notion qui suit le relief. Donc c'est 300 mètres, 1000 pieds ça fait 300 mètres au-dessus du relief. D'accord ? Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je vais continuer sur la présentation. Hop. Alors, vous avez un autre site sur lequel vous pouvez visualiser les espaces aériens. C'est quand vous déclarez des vols à la CFD. Il y a une carte qui s'affiche avec votre tracé. Donc là, j'ai fait une copie d'écran d'un de mes vols que j'ai fait l'année dernière. Et vous avez un bandeau à droite que vous pouvez sélectionner pour afficher ou retirer en fait les espaces aériens. Alors, je vais y aller. Hop, où est-ce que je suis? Ici. Hop, je vais basculer là. Donc ça, c'est un vol en question. Hop. Alors ici, vous cliquez sur les trois petits traits et vous scrollez vers le bas et vous pouvez afficher ou ne pas afficher les espaces aériens. D'accord? Donc si je l'affiche, l'espace aérien, je peux
sélectionner également les classes que je veux visualiser. Alors ici, j'ai volontairement enlevé A, parce que A, c'est que au-dessus de Paris. B, ça n'existe pas en France. Par contre, ce qu'on a, on a du C, du D et du E. Le F, on n'en a pas. Et le G, pour votre information, c'est un espace qui est ouvert au vol libre, mais c'est tout ce qui n'est pas le restant, entre guillemets. Et ça veut dire, sur les cartes, l'espace G n'est pas représenté. Quand il n'y a rien de représenté, c'est de l'espace G. Et c'est ouvert à tout le monde. D'accord? Donc, c'est pour ça que je sélectionne pas le G, parce que de toute façon, sur la carte, ce n'est pas représenté. Je peux également, ici, dans les types, dans les espaces, dans les statuts particuliers, pardon, sélectionner ce que je veux voir, donc des espaces prohibés, donc interdits, des espaces restreints, des espaces dangereux, donc les zones D. Je peux visualiser ou pas les CTR si je veux, les TMA si je veux ou pas. Et ensuite, on a encore la notion de RMZ et TMZ. Donc RMZ, c'est Radio Mandatory Zone, c'est une zone dans laquelle un contact radio est obligatoire. Et TMZ, c'est pour Transponder Mandatory Zone, c'est une zone dans laquelle le transpondeur est obligatoire. Donc nous, on n'est pas concernés, nous, on n'évolue pas dans des zones-là. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné. Et ce qu'il y a, donc, ça me représente en fait, bon, mon tracé, ça me représente les espaces aériens, et ici, en fait, je le vois également. Donc ça, c'est mon tracé, c'est mon vol, hein, voilà. Si je clique là-dessus, je vois bien affiché TMA Chambéry 1. Hein, donc là, je suis dans la TMA de Chambéry 1. Ici, effectivement, ça affiche D, mais ça, c'est un truc qui ne se met pas à jour parce que, pour preuve, le vol a été effectué en juin, et en juin, la TMA de Chambéry, elle est tout le temps en classe E. Donc, j'ai bien respecté l'espace aérien, on va dire. Ici, il ne m'affiche pas cette petite zone ici à cet endroit-là parce que je suis passé en dessous de cet espace. Ensuite, ici, je suis à nouveau, comme vous le voyez, dans la TMA Chambéry 1. Ici, ça, ce qui est représenté ici, c'est la CTR qui se retrouve dans cette zone. Donc, on a la CTR qui part du ground, donc du sol, et jusqu'à 1000 pieds, donc 300 mètres au-dessus du sol. Et au-dessus, on est dans la TMA. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette zone CTR, et au-dessus, on est dans la TMA. Ici, là, je suis dans la TMA de Chambéry 4, qui, elle, est bien identifiée en classe E. C'est pour ça qu'elle est représentée ici en jaune. Pareil, ici, TMA nouveau, TMA Chambéry 1 en classe D, mais qui n'était pas active ce jour-là, donc qui était bien en E, etc. Donc voilà, donc quand vous déclarez un vol et que vous sélectionnez dans le bandeau à droite, vous pouvez visualiser les espaces, et ici, visuellement, vous pouvez voir, ah ben tiens, là, je suis dans une zone, là, et je vais regarder ce que c'est. Et je vais, voilà. Et là, quand tu as déclaré ton vol, Richard, est-ce que tu as mis RAS? Alors, RAS, oui, je vois beaucoup de RAS. RAS, c'est facile, c'est 3 lettres. On demande au pilote de déclarer les zones dans lesquelles il est passé. Moi, pour faire ce vol, moi, j'étais concerné par la TMA Chambéry 1, j'étais concerné par la TMA Chambéry 4, voilà, 4 à nouveau. Et en fait, moi, je dis que je suis passé dans la TMA de Chambéry 1, elle était déclassée en E, puis donc j'avais le droit d'y être. Hein, c'est bien spécifié dans le règlement que le pilote doit déclarer les zones qu'il traverse. Voilà, même si elles ne sont pas actives, hein, il a le droit d'y aller. Par contre, il se doit de le déclarer. Et RS, non, c'est... Non, oui, donc c'est pour ça que je le mentionnais. En effet, le fait de le voir sur la coupe ici et de se promener comme ça le long du vol, on voit les zones dans lesquelles on était, on peut revenir sur les définitions des zones, voir quelles classes elles étaient. Si on a fait une erreur, ça permet d'apprendre pour ne pas la refaire, cette erreur. D'où l'intérêt de venir et de mettre dans les zones aériennes, donc dans votre déclaration, quelle zone vous avez traversée, dans quel état elle était, comment elle était classée à ce moment-là. Et ça fait partie de l'apprentissage, et après, ça devient naturel pour le vol. Et d'ailleurs, quand on fait une déclaration, le système reconnaît les espaces aériens traversés et il les propose déjà d'office. Donc, on ne part pas de zéro, entre guillemets, il les propose déjà, mais on demande quand même au pilote de confirmer, de les lister. Il n'y en a pas 36 000, hein, c'est vite fait, mais voilà, on vous demande de faire cet effort.
parce que je considère que ça fait partie de l'apprentissage, et à force de le faire, on mémorise en fait tous ces espaces, parce que je pense que beaucoup d'entre nous évoluent très souvent toujours à peu près au même endroit, dans la même zone, donc au fil du temps, on les a en tête, quoi. Ou alors on a des instruments effectivement qui permettent aussi de nous montrer les espaces aériens direct en vol avec une alarme qui se met en route quand on s'en approche, etc. Voilà, ça existe aussi, hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est une autre façon de visualiser les espaces aériens. Je vais revenir sur ma présentation, mode présentation, voilà. Et là, je vais revenir sur la carte. Alors celle-là, je la trouve super intéressante. Ça fait pas très longtemps qu'elle existe, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans en tout casser. C'est Pascal Bazzi qui est à l'origine de cette carte. C'est un parapentiste qui travaille beaucoup sur des cartes aéronautiques. Il a des contacts à l'étranger avec Eurocontrol, etc. Il est vraiment très, 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 très pointilleux là-dessus. Et puis, ces cartes sont vraiment tenues à jour. Et d'ailleurs, beaucoup, je vais vous parler de Spotair tout à l'heure, qui est encore un autre outil qui permet de visualiser les espaces aériens. Spotair, les cartes, elles sont issues du travail que Pascal a fait. Donc, ça a été repris. Voilà, donc je vais y aller direct. Je vais pas attendre plus longtemps. Hop, non, c'est pas ça. Ici, c'est celle-ci. Voilà. Alors, elle est super intéressante parce que déjà, il n'y a pas que la France. Vous pourrez aussi visualiser des espaces aériens par ailleurs. Donc, on peut sélectionner des pays, hein. Vous voyez, Autriche, Albanie, Belgique, Tchèque, République tchèque, etc. Enfin, vraiment, on a vraiment énormément de choses. Donc là, j'ai sélectionné France. Et ensuite, on peut sélectionner ce qu'on veut voir comme classe d'espace aérien ou comme zone. Et on peut également ici jouer avec le curseur pour dire, moi, je veux voir jusqu'à tel et tel niveau d'altitude et à partir de tel et tel niveau d'altitude. C'est vraiment super intéressant. Alors, je vous ai montré l'exemple, je vous ai parlé des LTA tout à l'heure, qui sont en classe E au-dessus des Alpes et des Pyrénées. Donc, ce que j'ai fait, j'ai filtré ici sur FL 115, puisque le LTA, elle commence à FL 115, et je suis allé jusqu'à FL 195, qui est le plafond de la LTA. De toute façon, on n'a pas le droit d'aller au-dessus. Et j'ai sélectionné classe E, puisque je voulais voir les LTA justement qui sont en classe E. Voilà, les LTA qui sont en classe E, donc entre FL 115 et FL 195. Et là, en fait, ce qui est en vert, je vais zoomer un petit peu. Si je passe dessus avec la souris, vous avez les LTA qui s'affichent. Vous voyez, donc elles sont découpées. Là, il y a la LTA France 3, Alp 7.2, France 3, Alp 6.2, France 3 encore, LTA France 3, Alp 1, etc., etc. Et alors, je vais rester là-dessus. Donc là, par exemple, c'est au-dessus de Saint-André, entre autres, mais pas que, hein, c'est vraiment une grande zone. Et vous voyez ici, vous avez de l'affichage, le plancher, il a FL 115, et il va jusqu'à FL 195. Et avec la double condition, 3000 pieds above ground level, donc 900 mètres sol. Donc ça, c'est les conditions. Donc là, ça va jusqu'à FL 195. Si je vais là-dessus, sur cette LTA, elle démarre à nouveau à FL 115. Par contre, elle ne va que jusqu'à FL 145. Si je vais là-dessus, celle-ci, elle est en classe E, forcément, elle va de FL 115 à FL 125. Donc, elle n'est pas très épaisse, entre guillemets. Vous voyez, donc, les LTA, elles ont différents plafonds. Le maximum, c'est 195, et c'est celle qui se trouve, entre autres, au-dessus de toute la zone Saint-André, vers le lac de Serpens, etc. Mais il y en a d'autres qui sont nettement moins élevés. Alors, si je zoome encore un petit peu pour montrer un exemple concret, au-dessus de la Chartreuse, on est en LTAE de FL 115 à FL 125. Donc 125, ça fait 3000, 3750 à peu près. Donc si je suis à 4000 au-dessus de la Chartreuse, c'est pas bon. Alors que si je suis au-dessus de d'Ormillouz, à 4000, je suis encore assez loin des FL 195, donc qui est presque à 6000 mètres. D'accord? Donc voilà, donc ça, les LTA, vous le voyez, c'est grosso modo au-dessus au-dessus des Alpes. Alors, je parlais de l'Aragne tout à l'heure. Ici, on a Aspre qui est affiché, je ne sais pas si vous le voyez.
Ici, on a Sisteron. Ici, on a Laragne. Donc, on a Chabre. Et vous voyez, au-dessus de Chabre, il n'y a pas de LTA. Enfin, la LTA, elle est en classe D et donc, elle est à FL 115. Donc, sachez que si vous partez de Chabre, vous allez faire un triangle, vous partez d'abord à l'ouest, ben, vous êtes limité à 1115, à FL 115, donc 3450, grosso modo. Et ensuite, si vous continuez votre triangle, vous allez vers le nord, vous dépassez Serres, grosso modo, et vous allez vers Aspres. Là, vous êtes déjà dans une LTA de classe E qui est plus haute. Donc là, 125 et ici 195. Donc au-dessus d'Aspres même, vous êtes déjà sur 195. Vous voyez? Donc voilà, c'est des choses à retenir. Et donc, je Tu vous nous dis, montres les Pyrénées rapidement? Parce qu'on a oui, les mêmes. Voilà, voilà, super. c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire à l'instant. Donc, au-dessus des Pyrénées, là, on a une première zone LTA qui va de 115 à 195. Et vous voyez bien qu'ici, on a une LTA en classe E. Entre ces deux, en fait, on est limité à 115. D'accord? Là, on est à nouveau en LTA classe E, qui va à nouveau jusqu'à 195. Ici, pareil, il n'y a rien. Donc, on est limité à 115. Et ensuite, on a à nouveau cette grande LTA ici. Donc, en fait, les Pyrénées, ils ont découpé en trois. Voilà. Qui vont toutes à 195. Mais il y a des zones entre ces LTA où on est limité à 115. Donc, 3450, grosso modo. Voilà. Donc cette carte, elle est super intéressante, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir D. Alors, je vais faire D. Je vais partir du sol et je vais me limiter à 115 ici, puisque ça, c'est mon altitude maxi, sauf au-dessus des Alpes, hein. Donc, je vais aller jusqu'à 115. Tac, tac. Ici, voilà. Donc, je vais zoomer sur le coin que je connais bien pour montrer. Donc là, on a notre TMA de Chambéry 1, la TMA de Chambéry 2. Voilà. Et si je veux visualiser les TMA qui sont superposés, hein, puisque là, j'ai une CTR et j'ai plusieurs TMA qui sont superposés, bah, je peux remonter mon plancher ici. Je vais aller à 95. Voilà. Et là, il va me montrer la TMA de Chambéry 3 qui, elle, commence à FL 95. Alors que si je pars du sol, elle est englobée, elle est au-dessus des autres. Donc, quand je passe avec ma souris, je ne la vois pas forcément. Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Par contre, sinon, la carte, elle est vraiment très, très détaillée. Alors, on va faire autre chose. On va regarder une GP, Glider Prohibited. Alors, ça, c'est des petites zones, donc c'est pour ça que je zoome. Où est-ce que j'en vois? Bah, ici, c'est dans les Bauges. Hein, donc, les pilotes qui volent un petit peu dans les Bauges, ils doivent connaître. Donc, c'est le parc des Bauges. Ben, c'est GP, ça va de la surface. Hein, donc, comme le cartouche le montre. Alors, je peux pas y aller avec la souris parce que si je déplace la souris, le cartouche se déplace également. Donc, vous voyez bien que sous le trait, j'ai SFC, donc surface, et ça va jusqu'à 985 pieds above ground level. Donc, 985, donc ça fait grosso modo 300 mètres sol. Hein, pas mer, mais sol. D'accord? Donc, ça suit le relief. D'accord? J'ai des petites zones ici, voilà, protection contre la faune, à cause de la faune, GP qui part du sol et qui va jusqu'à, pas de surface, jusqu'à 493. Ici, voilà, il y en a un petit peu partout. Voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Les ZSM, les zones de sensibilité majeure. Alors, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que j'en vois l'autre dans le coin? Je cherche. Elles sont petites, donc on les voit pas forcément très bien, mais elles sont représentées, hein. J'en trouve pas et j'en ai pas en. Pardon? Richard, sur la gauche, tu as Oui. chaud, tu peux afficher toutes les zones, le numéro. Vas-y, dis-moi. Sur la gauche, tu as écrit chaud là. Sur la gauche de l'écran. Ah, oui, pardon. Et là, tu vas afficher tout, voilà. Ah oui, bah oui. Oui, voilà. Merci. Donc là, oui, voilà. Donc, alors je vais. Est-ce que je peux décocher toutes? Après, il faut les trouver quand même. Bon, là, oui. ça affiche, mais il faut les trouver sur la carte, quoi. Bon. Après, on a des zones également où il y a des protocoles avec la FFVL, par exemple. Hop, si je clique là-dessus,
Donc là, dans les Pyrénées, il y a des protocoles dans la Vanoise, Mundolsheim, donc ça c'est au nord de Strasbourg, je connais un petit peu, parce que j'ai habité Donc par là-bas. on voit ici Voilà. qu'on a un site qui est très très riche et qui Ah, il répertorie est... tout. Ah oui, oui, Euh, oui. c'est Ouais, peut-être l'occasion, ouais. en parlant des ZSM, de passer sur le site Spotter, peut-être, justement. Et on avait une question par rapport à la mise à jour des bulles de quiétude, justement, où on n'avait que celles des JPET ou d'autres aussi. Est-ce que tu peux nous montrer sur Spotter? Alors, ouais, je vais juste encore terminer là-dessus, une information que je ne vous ai pas donnée. Si vous allez avec la souris, par exemple, là j'ai sélectionné Prohibited, donc interdit. Là, je suis sur Grenoble, hein, c'est le synchrotron. Si je vais avec la souris là-dessus, ça me dit P, donc ça part du sol, ça va jusqu'à 4000 pieds à MSL. Et ici, en fait, ça se met à jour, ça affiche des informations par rapport à ce que j'ai sélectionné. Alors, regardez là en bas, donc je suis là, voilà. Maintenant, je vais passer sur une autre zone, hop, voilà, il a changé. Donc, il met vraiment en bas, dans le masque, là en bas, il met le texte en lien avec ce que je visualise avec ma souris. Et donc là, on a toutes les informations, éventuellement le déclassement avec la période, etc. Donc, je vais juste vraiment vite revenir sur Chambéry parce que c'est un bon exemple. Si je clique là-dessus, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Il me donne une certaine altitude et puis il met spécifique, déclassable et il met la période de déclassement. Donc du deuxième lundi d'avril au deuxième vendredi de décembre. Moi, j'avais dit l'inverse, vendredi et lundi. C'est lundi en avril et vendredi en décembre, quoi. Donc, c'est déclassé en E. Et voilà. Et sinon, c'est en D, sauf en semaine, en hiver également. Bon, bref, simplement pour vous dire que vous avez toutes les informations détaillées qui sont également visibles ici, quoi. Tout le texte, il est là. Donc, je vais aller sur Spotter, c'est ça? Oui, on a des questions Oui, là par rapport aux zones de quiétude, aux bulles de oui, quiétude qui sont référencées ou pas, mises à oui. jour ou pas, avec un accord LPO. J'ai vu la remarque de Louis qui mentionnait la réticence de la LPO à donner ces informations, car ça donne aussi l'indication où il y a des nids. Ils veulent pas non plus que les badauds aient accès à cette information. Hum, hum. Donc, je ne sais Alors, pas, est-ce que c'est Spotter. quelque chose, est-ce que tu as plus d'informations là-dessus, typiquement? Ah, non, là, j'ai pas de détails. Ce détail, je ne l'ai pas. Ce détail, je ne l'ai pas, non. Donc, seulement sur Spotter, donc pour ceux qui ne savent pas, on peut sélectionner ici Airspace. Donc là, il s'affiche. Et on peut également filtrer jusqu'à une certaine altitude. Parce que moi, j'avais fait le test il y a quelques jours et je me suis dit, tiens, là, je suis dans un espace, il ne me l'affichait pas. Et en fait, ici, on clique sur Filtre et ensuite, on clique sur Altitude. Et là, en fait, là, il est jusqu'à 1500. Et moi, ce qui m'intéresse, comme je sais que j'ai le droit d'aller jusqu'à FL 115 sur le principe, hein, FL 115 correspondant à peu près à 3450, donc je suis allé jusqu'à 3500. Parce que là, je peux pas sélectionner 3450, donc j'ai sélectionné 3500 et j'ai fait OK. Et là, ça m'affiche toutes les zones aériennes jusqu'à FL 115. Donc là, pareil, hein, c'est le même principe. Je clique, par exemple, ici. Tac, il va m'afficher, là je suis dans la TMA de Lyon qui est en classe C, qui démarre à FL 65 et qui va jusqu'à FL 115. Si je clique là-dessus, je vois que là j'ai un empilement, hein, j'ai une classe C qui démarre à 2500 pieds et qui va jusqu'à 4500 pieds mer. À partir de 4500 jusqu'à FL65, j'ai la TMA Lyon 2, donc c'est une autre TMA qui est au-dessus. Et encore au-dessus, à partir de FL65 jusqu'à 115, j'ai encore une TMA Lyon 4.2 qui est une classe C également. Donc en cliquant là-dessus, je sais qu'ici, il y a 3 TMA qui se superposent. Si je clique là-dessus, j'ai même la CTR, puisque là, je suis vraiment tout proche de l'aéroport. Là, j'ai la CTR de Saint-Exupéry qui s'affiche en dessous. Et au-dessus, on retrouve nos 3 TMA. Donc voilà, c'est une autre carte donc qui est intéressante pour voir la direction des vents, etc., les balises et autres, et aussi pour les webcams, mais elle permet aussi d'afficher les espaces aériens. Hein, et je me retrouve ici, si je clique là-dessus, ben, je retrouve une P9 donc, qui est interdite du sol jusqu'à 3900 pieds mer, donc ce qui est à peu près 1190 mètres. Voilà.
Donc, vous cliquez sur la zone concernée. Et puis, après, les LTA, j'ai pas fait le test avec les LTA. Est-ce qu'il affiche les LTA? Parce que là, je suis du côté de Saint-André. Donc là, j'ai des zones R, donc des zones réglementées. La R196 notamment, qui est fameuse, mais qui n'est pas active du 1er juin du 1er juillet au 15 septembre, et même en dehors de cette période, est très peu activée. Heureusement pour nous, parce que c'est quand même une zone d'évolution qui est très fréquentée, hein, la R195, donc enfin les abords de Saint-André, etc., tout le coin Barcelonnette, Dormiouz, etc. Voilà. Donc voilà pour Spot Air. Je reviens à ma présentation. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question d'ailleurs? Est-ce que on avait donc cet échange entre Romain et Louis. Louis, est-ce que tu as plus d'informations par rapport à ces notions de bulles de quiétude qui sont référencées ou pas sur Spotter et peut-être sur le site de Pascal aussi? Non, j'ai pas d'informations récentes, mais enfin dans les débats qui ont eu lieu avant qu'il y ait les conventions signées, etc., il y avait cette inquiétude et je crois qu'elle est pas complètement. Bon, on s'est occupé du JPAET, apparemment ça fonctionne cette année. Je sais que pour le percnoptère, pour l'instant, les informations, on les a peut-être sur d'autres sites parce que c'est quand même, ça a peut-être été publié, mais il y avait, moi j'avais ressenti, et puis ça avait été dit dans des réunions, qu'effectivement il y avait cette inquiétude de la part de la LPO, entre autres, de publier des sites et de dire attention, enfin il y a problème à tel ou tel endroit, ce qui explique entre autres qu'il y ait énormément de sites qui sont activés, enfin de zones de ZSM qui sont activées en novembre parce que les PIAF apparemment ils choisissent comme ils veulent et donc il y a un grand nombre de ZSM activés en novembre et puis elles sont ensuite désactivées pour certaines en mars et ça doit fonctionner. Et puis celles qui ont donné lieu à des naissances doivent continuer jusqu'en juillet, quoi. Et ça, il faut vraiment essayer de le respecter. Dans les Pyrénées, bon, à Val-Louron en particulier, on a une zone qui n'a pas été productive pendant quelques années. Et puis, on sait que l'année dernière, ça a fonctionné. Et moi, j'ai eu l'occasion de voler avec des JPAET et pensant que c'était des jeunes du secteur. Et en fait, j'ai appris en discutant avec d'autres que les JPAET, en fait, dès qu'ils commencent à grandir, ils changent de secteur et donc on peut très bien retrouver des oiseaux qui cherchent une zone pour s'implanter beaucoup plus loin. Voilà. C'est pas simple, hein, voilà. Non, c'est clairement l'idée, un sujet, c'est d'essayer d'être respectueux et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et Tao, Ouais, sur ta remarque par rapport au Vercors, moi je sais que les 3 zones du site de Pascal sont correctes, celles qui sont en bas vers le Glandas, Tussac et juste devant le lac Tussac. Par contre, il manque celle du col de Menet. Il y a une zone du col de Rousset. Donc je suis d'accord avec toi, j'ai pas l'impression que ce soit à jour. Ouais, c'est déjà plus compliqué, hein. C'est pas la DGAC avec des règles, des procédures, etc. C'est Tout est compliqué, oui. réglementé, hein. Oui. Voilà, Les donc mais PIAF, c'est important c'est d'être notre curieux, réglementation. d'aller voir sur les différents sites, d'être conscient et puis surtout d'être conscient que on n'est pas seul à voler et qu'on peut déranger les oiseaux et qu'il est important de respecter ces zones. Donc être curieux nous vous donnons accès à ces sites, allez vérifier ces sites et vérifiez-en plusieurs. Enfin, le Juste site de Pascal est quand même assez extraordinaire. C'est même Ouais. comment il arrive à mettre à jour aussi rapidement les informations, c'est bluffant. Enfin, c'est bluffant. Ah bah, c'est un passionné, hein. J'ai discuté plusieurs fois avec lui. Si tu as une question à lui poser, réserve-toi 1 heure parce Bah, que tu n'arrêtes plus, hein.
Il doit avoir Il une est- parole. En parlant d'heures, d'ailleurs, C'est un vrai passionné. Richard, Pardon? en Pardon? parlant d'heures, justement, Richard, il Oui, faudrait oui, qu'on oui, oui. avance Je vois que pour l'heure avance. arriver. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. OK. Oui, encore une autre façon de représentation des espaces aériens. Donc, il y a Google Earth, en fait. Hein. On retrouve le fichier toujours sur le site de Pascal, hein, mais c'est du KML. Donc, je vais l'ouvrir très rapidement, mais je ne vais pas m'éterniser. Il est là. Hop. Donc, moi, j'ai ouvert Google Earth. Je suis allé sur le site de Pascal où j'ai récupéré ce fichier KML. Et là, on peut le représenter en 2D. Hein, voilà. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit où on se situe. Voilà. Ou alors, on peut le mettre en 3D. Hop. Voilà, en 3D. Alors, moi, je ne vais pas trop jouer avec. Et ici, en fait, vous avez un bandeau avec la couche VFR. Vous avez les zones D, les classes D, les classes C, etc. Donc, et vous pouvez décocher ou cocher pour ne visualiser que ce qui vous intéresse. Donc, vous pouvez filtrer également. Hein. Voilà. Après, en termes d'altitude, moi, j'ai pas vu comment faire. Hein. A priori, ça peut fonctionner. Moi, j'ai pas vu comment faire. Mais Ah, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a perdu Richard? Ouais, moi, j'ai perdu Richard aussi. Oui. Ouais, moi aussi. D'accord. Moi aussi. On va voir si il est en et mesure de revenir. alors ici, Ah, on t'a ici on perdu parle de pendant 30 secondes, Richard. Hein. Tu étais ah figé et on ne t'entendait plus. C'est peut-être l'occasion de passer sur les NOTAM. Il y a quand même une grande. oui, oui, Il y a toujours plein de questions sur les NOTAM. oui, Et c'est un point quand même important à couvrir hein, parce que c'est oui. pas forcément très facile. Alors, le NOTAM, qu'est-ce que c'est le NOTAM? Le NOTAM, ça signifie Notice to Airmen. En fait, c'est des notifications en fait sur des situations temporaires qui peuvent être. Merde, il est en panne. Nous avons perdu Richard à nouveau. Je vais attendre un petit peu, puis éventuellement je reprendrai la main. S'il ne vient pas. D'ailleurs, Voilà. il a l'air un peu effaré. Oui, il a l'air surpris. Bon, je vais prendre la main. C'est pas ma présentation, mais oui. Allez, je prends la main. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, D'accord. ça marche. Ok. Donc, alors, c'est quelque chose sur lequel on a eu un peu de mal avec Richard lors de la préparation, car c'est une information qui est à la fois touffue et difficilement accessible. Donc, on a ce site sur lequel on peut, et on vous donne le lien qui est ici, aller voir ce qu'il y a. Et alors, Richard a fait un bon travail de préparation sur ce point en particulier. Et on a trouvé en effet ce site où on a accès, voilà, on a une vue. Alors moi, j'ai pas préparé. Juste une seconde. Attendez, il m'appelle. Allez, Christian, c'est ton tour. Ah non, moi, je suis pas encore. J'ai pas encore été formé. Non, ma semaine de validation, c'est la semaine prochaine. Ok, Dès il que vous me semblerait voyez, pouvoir c'est bon? revenir avec nous là. Ah, désolé, j'ai une petite interruption involontaire. Est-ce que tu veux reprendre la main ou tu veux Oui, que je vais j'avance? continuer. D'accord. Vous voyez mon écran ou, c'est bon? Non, là, c'est Non. moi qui partage pour l'instant, donc j'arrête de Hop, partager. Par contre, il hop, faudrait je arriver partage. rapidement à conclure. Oui, oui, oui. Vous voyez mon écran là? Oui, on voit ton écran, donc voilà, tu peux OK. passer en Donc, mode je vais parler très rapidement en plein des écran. NOTAM. Je vais juste le trouver. Où est-ce que je l'ai? Je vais aller là-dessus. Hop. Et je vais le rouvrir.
Donc, comme je vous l'ai dit, Notam, c'est des notifications qui viennent en complément des cartes. Alors, pour nous, c'est pas aussi simple que ça, parce que Notam, c'est plutôt utilisé pour tout ce qui est vol motorisé, etc. Mais il y a quand même moyen de visualiser, de les avoir. Donc, notre solution, on va sur ce site, Sophia Briefing, hein, qui est toujours encore sur ce même site-là. Après, je peux vous le décrire, vous l'écrire. Il y a une façon d'accéder au Notam. Là, je vais avancer assez rapidement. Sur le principe, je vais choisir en fait un point centralisé et je vais me dire, je vais voir les Notam dans un rayon de temps et temps de 1000 nautiques. D'accord? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vais lui dire heure de validité. Pardon, heure de début de validité, je vais mettre, on est quoi? Je vais mettre 22 heures. Donc, ce soir, je vais lui dire, montre-moi sur les 24 prochaines heures les Notam qui démarrent plancher au sol. Plafond, je vais mettre à 115, puisque au-dessus, on n'est pas concerné. Je vais voir les Notam qui concernent le VFR, puisque le IFR, je ne suis pas censé y être. Et là, il faut justement que je récupère les coordonnées. Je les avais préparées. Où est-ce que je l'ai? Pardon? Tu peux mettre le nom d'aérodrome? Non, il faut que je mette les coordonnées, là, il faut que je les retrouve. Je les avais notées, justement. Alors, attends voir. Il faut que je mette en mode présentation. Pardon. Je mets en mode présentation parce que je m'étais fait une note. Hop, voilà. Tac, je les ai. Tac, 4433N et 065E. 433N, donc je retourne. Où est-ce que je suis là? Attends voir. Là, ici. En fait, il faut l'écrire d'une certaine façon. Hein, c'est expliqué sous le point d'interrogation comment le représenter en latitude et en longitude. Il est encore dedans, celui-là. Donc là, je suis vers Gap, en fait. Je me suis dit, bon, mais je prends Gap et je vais voir dans un rayon de 25 000 nautiques. Donc, ça fait presque 50 km de rayon quand même. Recherche-moi tous les Notam dans ce coin-là qui démarrent dans 1 heure, grosso modo, et pour les 24 prochaines heures. Et donc là, vous avez toute une liste, en fait, d'informations. Alors, elles ne sont pas toutes intéressantes pour nous. Il y en a qui sont vraiment destinées à des aérodromes. Il y a telle et telle piste qui est fermée momentanément. Ou voilà, ils font tel et tel travaux sur tel et tel aérodrome. Donc, il n'y a pas tout qui est intéressant pour nous, mais il faut les parcourir parce que il peut y avoir des désactivations ou des activations également qui peuvent nous intéresser. Alors, c'est vrai que c'est du texte. On n'est pas très familier avec cette lecture. C'est pas très évident. C'est pour ça qu'il y a un autre site que je trouve assez intéressant, qui est celui-là. Alors, je vais retourner à la présentation. C'est Flight Planning Map. Et là, en fait, on a une représentation visuelle des Notam. Mais comme je l'ai marqué ici, c'est un site qui n'est pas officiel. Il reprend les Notam, mais il peut y avoir un décalage dans le temps. Le site officiel, c'est vraiment le Sophia Briefing que je viens de vous montrer. Donc là, on a vraiment les infos en temps réel, quasiment. Ce site-là, il fait une mise à jour, je ne sais pas quelle fréquence, donc ce n'est pas forcément à jour à l'heure près, quoi. Hein. Donc il faut faire un petit peu attention. Par contre, il est nettement plus visuel. Alors, je vais vous le montrer très vite. Hop, j'ai perdu Par le contre, avec le lien. précédent site, on voit ce qu'il en est sur une zone donnée. Et comme sur le site de Pascal, on voit les zones qui sont activables par Notam, c'est déjà un premier niveau de vérification. Hein. Donc là, j'ouvre le site, Notam Info. Et pour peu que vous vous enregistriez, alors là, je ne l'ai pas fait, vous pouvez aussi voir les Notam du passé. Donc ça peut nous intéresser, Nicolas et moi, pour vérifier voilà, des vols, par exemple. Mais sinon, c'est les Notam à venir, quoi. Donc là, je peux choisir, je pars du sol et je vais à nouveau jusqu'à FL 115, hein, c'est le plafond théorique. Puis si je fais un zoom, voilà, je suis du côté de Romans-sur-Isère, je clique là-dessus, ça me dit qu'il y a du P, en fait, une zone prohibée, hein, il y a un obstacle qui est érigé. Alors, des obstacles, en général, c'est des grues ou des choses comme ça, donc c'est pas très haut, hein. Il y a des informations qui sont plus destinées à l'aviation motorisée, quoi.
là, une zone R réglementée, Temporary Restricted Area Activated. Donc, si je clique dessus, ça m'affiche justement le texte que j'ai vu tout à l'heure sur le site du SIA. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Unmanned Remote Control Aircraft in the Middle de Launch Sector. Donc, en fait, là, c'est un vol de drone. Donc, c'est sans pilote. Hein. Voilà. Donc, il peut y avoir une délimitation dans le temps. Ou alors, ça se réfère à un sup AIP. Et le sup AIP, sur le site de la DGAC, on peut aussi l'ouvrir. On a une carte et on a un descriptif de la zone, dans le temps, de quand à quand, de quelle altitude à quelle altitude, etc. Voilà. Donc, je passe assez rapidement, mais ça, c'est une façon plus visuelle de pouvoir voir les notales. Voilà. Donc, je crois qu'on arrive au bout. De toute façon, on arrive au bout du temps. On s'était limité à 1h30 maximum. Voilà. Ici, je vous résume à nouveau, pardon. Hop, sur cette page, donc les outils à disposition, bah, c'est le site du SIA, c'est le site officiel. Le géoportail pour voir des cartes aéronautiques, le site de Pascal où on peut visualiser les espaces que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a moyen de filtrer vraiment dans tous les sens, Spotter qui permet de visualiser les espaces aériens, la vue 3D toujours sur le site de Pascal pour récupérer le fichier KML. FlyXC, donc ce que je vais vous montrer sur le site de la CFD, c'est du FlyXC. Hein, donc, si vous allez directement sur le site flyxc.app, vous pouvez, pareil, dans le menu en haut à droite, sélectionner « Montre-moi les espaces aériens » et vous pouvez filtrer. Et puis, pour les zones particulières, donc activation de zone R, NOTAM, etc. Donc, il y a toujours le site de l'aviation civile qui permet de le voir. Les ASBA, donc ça c'est les activations des zones de basse altitude. Donc, ça, c'est en lien avec les RTBA. Hein. Est-ce qu'ils sont actifs, pas actifs, etc. Sophia Briefing, que je vous ai montré, où on peut, à partir d'un point donné, avec un certain rayon, visualiser tout ce qui se passe sur une tranche horaire donnée en fonction de ce qu'on a paramétré, ou alors le Flight Planning Map que je vous ai montré en dernier. Voilà, désolé, j'étais un peu rapide à la fin, mais on s'était promis de limiter la présentation dans le temps. Ça fait 1h30 à peu près. Et puis, on est ouvert à toutes les questions. Et une dernière remarque, peut-être, oui, Richard, pour dire que certaines zones restreintes sont activées, mais on n'a pas accès à l'information sauf en appelant. La tour de contrôle, typiquement, je pense à la R71A qui est au bout de la crête de l'Aragne, typiquement, mais c'est le cas pour d'autres zones militaires qui sont activables en H24, c'est-à-dire n'importe quand. Et donc là, cette information n'est pas transmise automatiquement, centralisée et disponible sur les sites. Donc même si vous êtes allé voir ces éléments-là, il faut prêter attention aux H24 qui peuvent être activés n'importe quand et vous renseigner auprès des pilotes locaux. Si vous n'avez pas cette information, sur le site de Pascal, vous avez aussi les contacts pour vous renseigner sur ces zones-là. Donc, voilà. J'avais posé une question, je ne suis pas sûr que la réponse ait été donnée, mais peut-être que oui, je ne sais pas. J'avais demandé si les fichiers des zones aériennes, parce que moi j'utilise LK8000, qui est un des outils de navigation, on va dire, orienté planeur, et dedans, je charge un fichier qui est la description des zones aériennes. Et après, l'outil me montre si je suis dans une zone ou pas. Mais ce fichier, moi, ça fait 10 ans que je l'ai dans mon appareil, et je voudrais savoir s'il y a un endroit où on peut charger une version récente de cette description. C'est la géométrie des espaces aériens dont je parle. Hein. Donc, tu prends sur le site de Pascal, même chose, tu as accès à ces zones pour certaines zones que tu peux reprendre. Tu as accès à toutes ces descriptions géométriques que tu peux charger. Et tu as deux types de formats. Tu as des formats pour les instruments qui n'ont pas l'information de l'altitude au sol, qui n'ont pas l'information topographique. Et pour les instruments qui ont l'information topographique, tu as un autre format. Et donc, tu peux aller chercher ces fichiers-là directement sur le site de Pascal. Mais il s'agit bien d'un fichier qui contient toutes les zones aériennes.
Il s'agit bien d'un fichier qui contient toutes les zones aériennes, qui peut être assez D'accord. important, tout à fait. Ok, oui, mais c'est du texte. Et c'est pour pas les toujours- compétitions, typiquement sur des zones plus restreintes, quand on veut réduire la taille de ces fichiers, on va manuellement sélectionner toutes les zones de cette partie et ne garder que cette zone-là. C'est un fichier qu'on peut traiter en version texte. Oui, oui, c'est du fichier texte. Non, je Ouais. parle. Il Alors, y a les points géométriques tout à fait. des zones en Les coordonnées. altitudes, leur définition, etc. Alors, XCTrack a cette option de mise à jour automatique quand on l'allume, donc il se met à jour. Par contre, il faut aussi aller désactiver les zones sur lesquelles on n'a pas l'information. Typiquement, la R196, qui est très vaste et très présente, si vous l'avez pas, comme il n'a pas l'information de son activation, il va sonner en permanence quand vous volez. Vous vous êtes renseigné avant, vous savez qu'elle n'est pas active, vous désactivez cette alarme pour celle-ci, par exemple. Oui, j'ai déjà vu ça. D'accord. Oui, ça Ok, peut être merci. un peu pénible. Ouais. Le bing-bing, tous les... Alors, le R71, vous voyez toujours mon écran, oui. R71, je l'ai sélectionné. Ah, ben là, il a perdu. Là, je suis sur le site du SIA nouveau et puis toutes les zones réglementées. Bon, il faut parcourir un petit peu, il faut le connaître un petit peu. Moi, je connais un petit peu maintenant, mais on peut afficher toutes les R. Et puis, on voit très bien que si je remonte, effectivement, il n'y a pas forcément d'informations il n'y a pas forcément un numéro de téléphone, hein. Donc c'est vrai que je vous l'accorde, c'est pas toujours évident, hein. Je vais remonter vite fait, hop, pour aller jusqu'à la R71. Voilà, R71A, donc il y a les délimitations, hein, donc avec les coordonnées nord, est, etc. Le plancher 75 FL 195. Activités spécifiques défense, école de pilotage, entraînement voltige, etc. Gestionnaire, c'est salon, approche, activité réelle connue de Marseille, ACC Info. Donc là, ils mettent des fréquences. Donc c'est plutôt un pilote de planeur, un pilote d'avion motorisé. Lui, il a plus de facilité à se renseigner au dernier moment. Est-ce que la zone est active ou pas? On a un numéro de téléphone, hein, qui circule un petit peu, qui est un peu partagé. Mais c'est vrai que là-dedans, on ne l'a pas. Donc, je vous l'accorde, c'est pas forcément très évident voilà, si c'est pas noté là-dedans, voilà, il faut chercher un petit peu. Si je prends l'exemple très vite fait de la R196 qui intéresse tous ceux qui se volent donc dans le sud-est plutôt, du côté de Saint-André, etc. Donc la R196, comme vous pouvez le voir, elle est découpée en je sais pas combien de morceaux, mais c'est toujours de la R196. Donc là, c'est bien spécifié. Activation par NOTAM. Donc là, il faut aller sur le NOTAM pour voir. Activation donc du 1er janvier au 30 juin. Donc par NOTAM du 1er janvier au 30 juin. Pas activé du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Voilà. Donc vous êtes sûr qu'entre le 1er juillet et le 15 septembre, il n'y a pas d'activation. Il y a une activation possible en début d'année jusqu'au 30 juin inclus, ou alors après le 15 septembre, excepté les mercredis de 11h voilà, hein, jusqu'à coucher du soleil, donc de 11h du matin jusqu'à coucher du soleil plus 30 minutes, et excepté les samedis, dimanches et jours fériés. Donc ça veut dire même en début de saison, quand ça serait encore possiblement activable par NOTAM, les mercredis sont exclus et les samedis, dimanches sont exclus aussi. Donc, pour tous les pilotes du week-end, on va dire du dimanche, comme on dit, c'est bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Et typiquement, cette zone, eh ben, on reçoit des informations de la part de la FFVL quand elle va être activée, car c'est suffisamment important, dans le sens où elle couvre une zone importante et elle limite à 1000 mètres sol dans la plupart des endroits, et donc c'est très limitant sur toute cette zone. Donc on reçoit des messages dans ces cas-là, mais ce n'est pas une obligation, donc c'est quand même à nous d'aller voir. Est-ce qu'on a d'autres questions comme celle de Dom ou qui étaient restées en suspens? Non, c'est Christian. Tu peux mettre le lien vers OpenAir de Pascal Basile. Il y a tout, en fait, toute la liste des. Notamment si tu. Parce que c'est les. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Ouais, je l'ai mis là dans le dernier lien que j'ai envoyé à Dom, c'est ce que j'ai mis. Hein. Voilà, ok. Pardon.
Voilà. Et là, bon, vous acceptez les conditions du GNU, de la licence d'utilisation, et après, vous allez Voilà. voir, c'est très bien fait. Hein, c'est... C'est un peu Voilà. long à charger quand tu as un vieux. T'as un vieux GPS à charger, je peux te dire. Tu te prends la tête. Alors, si vous avez les anciens GPS qui ont des limitations de mémoire ou de nombre de points, ça devient vite un problème. Hein. Pour les compétitions, on prépare des fichiers comme ça pour des 6030, par exemple, où on réduit les zones pour qu'il y ait un nombre de points qui soit accepté par les systèmes. Mais bientôt, on ne le fera plus. Il y a d'autres questions? Alors, au-delà des questions qui pourraient être posées encore maintenant, avec Nicolas, on a ouvert un salon sur Discord qui s'appelle Espace Aérien. Et si vous avez des questions par après, n'hésitez pas à poser des questions là-dedans. Moi, je vais les consulter régulièrement, donc on essaiera de vous répondre à mesure du possible. Et si moi-même, je n'ai pas la réponse, bah, j'essaierai de m'en renseigner quand même parce que j'apprends encore beaucoup. Hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et après, il faut quand même savoir que nous, dans le milieu du vol libre, on n'est pas des pilotes d'aviation commerciale ou quoi que ce soit. On n'est pas obligé de connaître tout sur le bout des doigts. Je pense qu'avec ce qu'on vous a présenté ce soir, si vous arrivez à le garder un petit peu en mémoire et de temps en temps le relire, vous avez déjà une bonne base, quoi. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Dernière question? D'accord. Merci beaucoup et merci à toi, Richard, pour cette super préparation que tu as fait et le temps que tu as J'espère que c'était passé. clair. Tu y as passé énormément de temps, donc merci. Ouais, à la merci fin, on encore. fignole un petit peu, on regarde les slides, on se dit, bon, comment est-ce que je vais le présenter, etc. C'est mine de rien, ouais, ça prend du temps, quoi. Ouais. J'espère que le Donc, message est bien passé, que l'avantage, c'était c'est que clair. Et... voilà, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir partager cette présentation. Elle a été enregistrée, donc vous pourrez la revoir. Rappelez-vous ça avant d'aller voler. Faites l'effort. C'est un très bon exercice à faire. Et puis, respectez les zones de quiétude pour nos amis les oiseaux. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Allez, salut. Ciao, ciao. Merci. Merci Richard, merci Nicolas, bonne soirée. beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Ciao, Merci. ciao.